On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs à la rencontre de femmes et d'hommes pour découvrir leur parcours, leurs passions et leurs engagements. J'accueille Thierry Teboul. Bonjour Thierry. Bonjour. Directeur général de l'AFDAS. Absolument, bonjour. Et si on se disait tout? Tiens, allez, on est parti. Avec moi Thierry Teboul, ravi de vous retrouver sur ce fauteuil dans On se dit tout. Alors on se dit tout, comme son nom l'indique, c'est une belle promesse. On va vous découvrir. Alors vous êtes le directeur général de l'AFDAS, qui est une institution, on va en parler, connue et qui a évolué d'ailleurs, mais connue de tous ceux qui sont dans le cinéma, le journalisme, la culture d'une manière générale. Vous êtes un OPCO. On va revenir évidemment sur l'action que vous menez en matière de formation notamment, mais d'abord quelques mots sur vous, parce que c'est vrai que quand je prépare mes émissions, on se dit tout, j'aime bien les découvrir, mon invité un peu avant, et peut-être l'avez-vous fait sur moi. On ne trouve pas grand-chose, à part un livre que vous avez écrit sur le football. Alors vous avez l'œil rieur, c'est quoi? C'est une passion, ça vous dévore, votre temps libre, vous le passez à décrypter l'équipe et à voir le mou. Pourquoi cette passion du football? D'abord parce que j'y ai joué. J'y ai joué tout petit et finalement assez tard. Et puis deuxièmement parce que finalement, après avoir fait des études notamment de sociologie politique, la question de pourquoi personne n'écrit sur le football sur un plan académique m'a donné envie de moi-même de contribuer à comprendre ce qui se jouait dans ce secteur. Et donc, avec un camarade, on a écrit un livre qui s'appelle Amour, gloire et crampons, et qui est une sociologie du goût et du dégoût pour le football en France. Évidemment, le goût par rapport à ce qui s'est passé en 1998, le dégoût sur tout ce qui a pu se passer ensuite. Et on sait que ça va, ça vient. C'est un peu comme les sondages. Le football remonte et redescend en termes de popularité dans notre pays. Il reste le sport le plus populaire, Oui. et pour autant, il subit des critiques qui sont parfois très justifiées. Foot spectacle, le fric, c'est finalement cette espèce d'univers un peu déconnecté du sport en lui-même, de ce qui se passe vraiment sur le terrain, quand on voit ce qui s'est passé au Stade de France avec les supporters de Liverpool, enfin, tous les sujets qui sont autour du football, et pas l'intelligence de ce jeu. Oui. Alors il faut faire attention parce qu'il cristallise tellement de choses qu'à la fin on lui fait porter un petit peu tous les mots. C'est vrai. Mais il se réhabilite régulièrement. Il suffit qu'un ou deux intellectuels disent que ce sont des fans de football et tout d'un coup les gens font leur coming out sur le fait qu'eux aussi ils aiment le football. Alors c'est intéressant parce que quand je vous ai découvert, je me suis dit, mais alors ça c'est vraiment quelque chose de très intime et de personnel, je me suis dit, Thierry Teboul c'est un intellectuel, et là je le redécouvre à travers ce que vous dites, je constate que beaucoup d'intellectuels se passionnent pour le football. Olivier Guèze, enfin quelques autres qui sont des écrivains connus de renom se passionnent pour le football. Pour ce que raconte exactement. Pour ce que raconte le football. Vous faites partie de cette catégorie-là finalement? Oui, moi je trouve qu'il y a une dramaturgie et une humanité dans ce que c'est que le football, qui mérite d'être regardé autrement que comme un seul spectacle. Moi j'étais fan par exemple d'un joueur qui s'appelait Christophe Dugarry. Tout le monde se moquait de moi. Le Bordelais. Tout le monde se moquait de moi en disant mais c'est pas un grand joueur. Je dis mais c'est pas un grand joueur, mais il incarne tout le côté bon et mauvais de l'humanité. C'est un joueur contesté, c'est un joueur qui ressuscite. Qui ressuscite contre l'Afrique du Sud en marquant son premier but. Voilà, moi je trouve que ce sont aussi de belles histoires. En fait, vous aimez le football pour les histoires qui s'écrivent au-dessus des terrains, enfin, absolument. Les dramaturgies, la beauté. Vous retrouvez la même intensité à l'AFDAS, enfin, dans ce que vous engagez, parce que j'ai vu que depuis 2013, vous êtes l'air de rien, en plus d'être un intellectuel, vous êtes un réformateur, quelqu'un qui aimait faire bouger les lignes. Oui, parce que quand on s'intéresse à la gestion des humains, à la transformation auquel on fait face, on est un peu obligé à un moment donné de s'intéresser à leur humanité aussi. Moi, quand je suis arrivé à l'AFDAS, j'avais pris le pari de diriger avec les gens qui étaient là et de se dire on va se transformer ensemble. C'est formidable 9 ans plus tard de se dire que ces gens-là sont toujours là, mais qu'ils ont évolué, qu'ils ont changé et qu'ils ont fait preuve d'une plasticité absolue. Moi, j'adore ça. Mais quand vous faites des dîners en ville,
Comment vous définissez l'AFDAS pour ceux qui ne sont ni dans le domaine de la culture et qui n'en ont pas entendu parler? En quelques mots, comment vous expliquez l'AFDAS en quelques mots pour les rendre simples? Souvent, je le décris avec à la fois le périmètre que l'on couvre, donc la culture, les industries créatives et les industries récréatives, dont le sport d'ailleurs. C'est un élargissement, ça récent. C'est tout récent qu'on ait récupéré le sport, les télécommunications et une partie du tourisme. Et puis, je le définis sur notre mission et notre rôle, qui est de permettre l'accès à la formation de tous et de chacun. La formation a endossé beaucoup de procès, enfin l'argent de la formation a endossé La manne. oui, beaucoup de procès. En vérité, quand on y regarde de plus près, nous on finance à peu près 180 000 actions de formation par an. Je ne crois pas qu'elle n'ait servi à rien. Formation à destination des techniciens audiovisuels, des salariés, des Des intermittents du éducateurs cinéma, des éducateurs. sportifs, des salariés du monde des loisirs, des salariés, Les mannequins sont entrés, j'ai vu récemment. les mannequins. Les mannequins ont besoin de sont formation arrivés chez nous. Oui, bien sûr. Ils ont surtout de besoin reconversion. potentiellement d'un double projet, c'est-à-dire que quand on est sur des carrières, notamment les carrières singulières que l'on gère, où il y a une forme d'obsolescence programmée, qu'on soit footballeur, danseur ou mannequin, on sait que de toute façon, si on n'a pas un double projet dans sa vie, à un moment donné, ça va s'arrêter net. Donc la question de la formation, elle est majeure. Alors évidemment, ce n'est pas toujours de la reconversion d'ailleurs, c'est parfois juste se mettre dans une posture d'apprendre à apprendre pour que le jour où ça arrive, je sois prêt. Mais ça veut dire qu'il y a un gros travail de l'AFDAS aussi de pédagogie, d'information, de sensibiliser tous ces salariés, ces intermittents, pour ne pas dire ces précaires, parce que ce sont des métiers souvent précaires, qu'ils ont un accès à la formation. On ne le sait pas toujours. Non, c'est notre souci majeur, c'est qu'on s'interroge toujours sur l'appétence des personnes à la formation. Il y a un sujet qu'on essaie de résoudre avec le temps autour de la question de la diffusion de ces droits, parce que c'est quand même un acquis social, la formation dans notre pays, et comment on les mobilise. Voilà. Alors c'est toujours très complexe, et moi je dis toujours que notre métier, c'est de rendre simple quelque chose qui est complexe en coulisses. On n'arrivera pas à le simplifier, parce que c'est toujours une question d'éligibilité, une question de droit acquis, etc., etc. En revanche, dans la promotion qu'on en fait, on essaie de la rendre la plus simple possible en termes d'accès. Et aussi en termes d'information et d'accès à l'information. Avoir des documents, moi je reçois des documents de l'AFDAS, on m'informe, il y a des newsletters, enfin vous faites en sorte que vous soyez visible et connu. Comme vous êtes réformateur, vous avez toujours, j'ai le sentiment, toujours une petite idée, comme ça vous poussez des idées, des réformes. C'est quoi là vos combats? C'est quoi les choses sur lesquelles vous êtes en train de ferrailler, de vous battre et de vous dire c'est important, il ne faut pas lâcher? Je crois qu'un des sujets majeurs de demain, c'est d'éviter de laisser penser que la formation est une fin. C'est vraiment un moyen pour changer quelque chose. À partir du moment où on se met dans cette posture-là, on doit être à la fois des gens qui s'assurent que l'obligation de moyens est bien en œuvre, et derrière qu'on ait des résultats. Mais pas tout mélanger à chaque fois, et pas mélanger les causes et les conséquences également. Est-ce que les gens sont par exemple demandeurs d'emploi parce qu'ils n'ont pas été assez formés? Ça mérite d'être interrogé. Et puis enfin, il y a cette idée quand même de structurer le marché de la formation. C'est-à-dire qu'il y a une demande et une offre. Moi, je ne suis pas toujours sûr qu'elles se rencontrent, cette demande et cette offre. Clairement. Il y a des nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui avec d'autres formes d'appétence, d'autres formes de volonté d'apprendre autrement. Et ça, c'est un des sujets pour nous, de à la fois stimuler la demande, on vient de le dire, mais aussi stimuler une offre qui réponde un peu mieux sociologiquement à qui a envie de se former demain et à quoi. En un mot, des formations plus adaptées aux besoins et aux demandes de ceux qui souhaitent être formés, on est d'accord. Donc vous transformez les modules, la façon même dont on propose les modules, au-delà de la qualité même. On accompagne les organismes de formation, ça fait partie aussi de notre job. On accompagne les organismes de formation à faire évoluer leur offre en leur apportant l'état de la demande. Passons, si vous en êtes d'accord, Thierry Teboul, aux questions, parce que c'est vous qui les avez sélectionnées, la question du Collège de Paris, communauté d'école qui rend l'excellence accessible à tous. La question, votre question sélectionnée après le jingle. Votre question sélectionnée, Thierry Teboul, le directeur général de l'AFDAS. Quelle proposition pour sortir du système élitiste français? Ça, c'est une question qui est fondamentale, avec ce qui en est le corollaire, la discrimination à diplôme égal de certains jeunes, femmes et hommes d'ailleurs. Humblement, et je ne suis pas sûr que je ne suis pas dans le yak à faucon, hein, mais il me semble qu'on est dans une période où on doit se réinterroger sur ce que j'appelle moi la grammaire du recrutement. C'est-à-dire que
Est-ce que, par exemple, la compétence, ou la recherche de la compétence, c'est l'alpha et l'oméga du Le sujet est sur recrutement? la table en ce moment. Oui. Il y a eu une réforme de la formation professionnelle qui avait comme préambule pour une société de la compétence. Je m'interroge aujourd'hui sur le fait qu'on ait zappé quelque chose qui était important avant, qui était la société de la connaissance. Et en étant hyper adéquationniste, c'est-à-dire en considérant qu'on forme les gens qu'à occuper un job, on oublie qu'il faut aussi leur faire la promesse de les insérer durablement. Et donc je C'est le pense que sociologue qui parle là. peut-être un Non, enfin, peu, il y a mais ça quand même. On fait des humanités ou on forme à un métier. c'est ça. Mais on peut faire les deux, c'est ça qui est important. Parce que demain, au rythme où vont les mutations économiques, sociales, technologiques, il faut surtout que les gens soient prêts à apprendre et à avoir le socle pour apprendre, C'est vrai. plutôt que de penser qu'on va les former définitivement pour un job ou la maîtrise d'un geste professionnel. Oui, parce qu'on risque de rebondir et même de changer Et oui, d'employeur, même parfois de métier et oui. au cours d'une carrière. Donc il faut suffisamment être ouvert pour pouvoir évidemment rebondir. Et ça c'est un sujet qui vous tient à cœur à Oui, qui me l'AFDAS. tient à cœur parce que je pense que on ne peut pas rester scotché à la question de la compétence. Il faut élargir le spectre. Et moi, je trouve que, sans forcément m'inspirer des théories anglo-saxonnes, mais quand même, la question de la capacité est plus intéressante que la question de la compétence. De quoi je suis capable? Moi, j'adorerais que sur un CV, on arrête de me faire maintenant une colonne compétences, ce que je sais faire, mais plutôt de ce que je pourrais faire, ce que j'aurais envie de faire, parce que là aussi, il y a un petit sujet autour du plaisir à travailler, à retrouver du travail. Oui, oui, avec Moi, des je gens. trouve qu'à force de parler d'emploi, d'ailleurs, on ne parle plus de travail. C'est vrai. C'est peut-être un débat d'ailleurs. Peut-être qu'il faut débaptiser Pôle emploi avec une structure avec le mot travail. Peut-être. Peut-être, Peut-être. moi, si j'étais peut-être... Hein Ah, peut-être, ça a même été évoqué Je d'ailleurs. crois. La question suivante, la question d'Anjaro, la start-up qui vous aide à mieux gérer de manière agile vos remplacements lorsque vous avez une difficulté ou un sous-effectif, c'est la question d'Anjaro, tout de suite. Thierry Teboul, parlons de la guerre des talents, c'est la question que vous avez choisie, qui est un frein au développement des entreprises. La guerre des talents dans la culture, dans l'audiovisuel, dans le cinéma et dans tous les secteurs que vous traitez. Il y a une guerre des talents? Il y a une guerre des talents, et ce qui est inquiétant, c'est que dans une guerre, il n'y a jamais, quasiment jamais de gagnants, il n'y a que des perdants. Mm. Et moi, ce que je préconiserais aujourd'hui, c'est d'arrêter de se faire la guerre et d'essayer d'élargir le spectre des talents, de les partager, de cranter autrement qu'au seul niveau de son entreprise cette guerre des talents, mais de se dire que collectivement, on a intérêt à cultiver les talents et on en bénéficiera tous et toutes, pardon, après. Mais cette guerre, je pense que tout le monde va la perdre si on la continue. Oui, c'est intéressant cette idée que finalement une guerre, quand on la fait, qu'on soit gagnant ou perdant, on est quand même, les deux sont perdants. Hmm. Et je ne renvoie pas évidemment à ce qui se passe en ce moment en Non. Ukraine, mais c'est le sujet. Dernier point, alors là vous avez quitté votre poste de directeur général de l'AFDAS, mais en même temps, comme vous êtes réformateur, vous avez forcément quelques idées de réforme, de propositions pour améliorer un peu plus le système dans le secteur d'activité dans lequel vous évoluez, évidemment, c'est la question de l'hémicycle. Allez, Thierry Teboul, c'est à vous. Le petit pupitre bleu, blanc, rouge. Vous allez pouvoir vous exprimer, peut-être interpeller le gouvernement, le législateur, pour améliorer, transformer. Qu'est-ce que vous proposez? La caméra est là, vous n'avez qu'à la regarder. Moi, je suggérerais de gouverner parfois, et vraiment de manière très précise, contre l'opinion, et pas toujours avec les opinions. Je crois qu'il faut réaffirmer deux, trois convictions dans notre pays, et à force de vouloir coller aux opinions publiques, dont on sait comment elles se fabriquent parfois, je pense que c'est pas inintéressant parfois d'aller contre ça. Et je regardais avant-hier soir le compte-rendu du procès des attentats à Paris. Et il y a des choses qui m'ont touché et qui m'ont rappelé d'autres événements. On a parlé notamment de la loi du talion et de dire, j'ai entendu des victimes, et quand même, quoi de pire chose que de perdre un parent, un ami, un enfant. Des gens dire, il ne faut pas qu'on rentre dans cette logique de loi du talion. Et je me disais, c'est marrant parce qu'en 1981, quand a été abolie en France la peine de mort, je crois me rappeler que l'opinion publique était contre. Et aujourd'hui, plus personne ne remet en cause ce genre de choses. Eh bien, il faut savoir parfois gouverner contre l'opinion. Il faut savoir parfois diriger une entreprise contre ses salariés en pensant qu'un jour ils en bénéficieront. Aujourd'hui, je crois que personne ne remet en cause cette abolition de la peine de mort et que tout le monde s'enorgueillit qu'en France,
nous ayons cette disposition par rapport à d'autres pays où elle existe encore. Merci Thierry Teboul. Vous avez fait un pas de côté par rapport à votre cœur de métier, mais c'est important de le reposer. Vous l'avez relié à l'entreprise, c'est intéressant. Parfois gouverner contre la base ou contre la foule, parce que c'est aussi un sujet, contre la masse. Oui, parce que c'est important de se dire qu'il y a des bénéfices, il y a des coûts à court terme et des bénéfices à moyen et long terme. Et le rôle d'un dirigeant, c'est de se projeter. Pensez long. Merci Thierry Teboul, directeur général de l'AFDAS. Merci de nous avoir rendu visite et d'être venu dans l'émission On se dit tout. C'était un vrai plaisir. C'est terminé. On se retrouve évidemment pour un prochain numéro d'On se dit tout. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Et à très très bientôt. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.